Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au Journal du Soir sur Télé Libre. C'est une journée parlementaire hors norme. À la place de l'Étoile, les députés se sont réunis pour une séance législative à l'ordre du jour exceptionnel. 83 projets de loi sont inscrits à l'agenda. Une accumulation inédite, reflet d'un pays en crise économique et chronique entre blocage institutionnel et réformes urgentes. Le texte proposé par le député Achraf Baidoun double désormais les peines encourues par les contrevenants. Un geste fort dans un pays miné par la prolifération des armes et l'impunité. Autre texte validé, un projet de loi prévoyant des exonérations fiscales pour les personnes et foyers affectés par les bombardements israéliens depuis le 8 octobre 2023. Le texte inclut également les familles des victimes, mais son adoption a provoqué les tensions. Le bloc des forces libanaises a dénoncé une loi trop restrictive, ignorant des secteurs comme le tourisme également durement touchés. En revanche, plusieurs textes ont perdu leur caractère d'urgence. C'est le cas de l'amendement protégeant les réserves d'or de la Banque du Liban, de la transformation de la décharge de Costa Brava en centrale solaire ou encore de la réforme de l'université libanaise. Parmi les sujets brûlants, la responsabilité civile en cas d'effondrement d'immeubles. Un projet de loi cherche à clarifier les responsabilités dans un contexte d'urbanisme dégradé. À Beyrouth, plus de 16 000 bâtiments seraient endommagés depuis l'explosion du port en 2020. La question des réfugiés syriens a ravivé les clivages. 2 propositions de loi visent à empêcher toute forme d'intégration et à expulser les Syriens en situation illégale. Un autre texte prévoit de sanctionner les propriétaires qui louent à des personnes sans papier. Plus consensuelle, une initiative environnementale prévoyait de transformer la décharge de Costa Brava en source d'énergie solaire pour alimenter l'aéroport de Beyrouth. Mais là aussi, la procédure d'urgence a été rejetée. La séance du 15 mai aurait finalement surtout illustré l'enlisement du processus législatif. Des lois urgentes, des crises multiples, mais peu de décisions concrètes. Le président américain Donald Trump a annoncé la levée des sanctions américaines contre la Syrie. À Riyad, il a rencontré le président syrien par intérim, Ahmad al-Sharaa, à qui il a demandé une normalisation des relations avec Israël. La scène était impensable il y a encore quelques mois. Donald Trump recevant chaleureusement Ahmad al-Sharaa, l'homme qui a renversé Bachar el-Assad à la tête d'une coalition islamiste. Le président américain a qualifié son interlocuteur de jeune, séduisant et costaud, assurant qu'il était prêt à rejoindre les accords d'Abraham comme d'autres pays arabes avant lui. La Syrie, officiellement en guerre avec Israël depuis 1948, pourrait amorcer un virage historique. Mais rien n'est signé et Trump précise « Il m'a dit oui, mais il reste beaucoup à faire ». À Alep, la nouvelle de la levée des sanctions a provoqué des scènes de joie. Cela va relancer l'économie, se réjouit une artisane locale. La Syrie est sous sanctions internationales depuis 1979, durcie après 2011. Mais cette ouverture irrite Israël, allié clé des États-Unis, qui voit dans la nouvelle administration syrienne une menace et multiplie les frappes en territoire syrien pour empêcher, selon lui, que des armes sensibles ne changent de main. À Doha, Donald Trump poursuit sa tournée dans le Golfe. L'émir du Qatar l'a accueilli avec tous les honneurs. Escorte militaire, véhicule Tesla flambant neuf et réception grandiose. Un homme de paix, dira même son hôte. Mais cette visite est entachée par une polémique. Selon l'opposition démocrate, Trump aurait accepté un Boeing 747 flambant neuf offert par la famille royale qatari. Le président réplique qu'il s'agit d'un cadeau temporaire. Donald Trump s'est rendu aux Émirats arabes unis, dernière étape de sa tournée dans le Golfe, une région clé de la rivalité stratégique entre les États-Unis et la Chine, structurante des relations internationales. Nouvelle journée de deuil dans la bande de Gaza. Selon la défense civile palestinienne, 82 personnes ont été tuées dans une série de bombardements israéliens particulièrement violents, notamment dans le sud du territoire.
La majorité des victimes ont été recensées à Khan Younes, ville déjà meurtrie par les offensives israéliennes. Depuis la reprise des combats en mars, après une trêve de 2 mois, les frappes n'ont cessé de s'intensifier. Le 7 octobre, une attaque sanglante du Hamas depuis Gaza avait coûté la vie à 1218 personnes en Israël, selon les autorités, en majorité des civils. Ce jour-là, 251 personnes avaient été enlevées. À ce jour, 57 restent otages, dont 34 sont présumées mortes. Lundi dernier, un seul otage, l'israélo-américain Edan Alexandre, a été libéré. Un soulagement rare dans un conflit dont l'issue reste encore lointaine. En représailles, l'armée israélienne mène une campagne militaire d'une ampleur sans précédent dans l'enclave palestinienne. Selon le ministère de la Santé du Hamas, près de 53 000 personnes ont été tuées à Gaza depuis le début des opérations. Des chiffres jugés crédibles par l'ONU malgré les conditions extrêmes sur le terrain. La défense civile continue de dégager les corps et d'évacuer les blessés, souvent avec un peu de moyens. Les hôpitaux, débordés, peinent à prendre en charge l'afflux de victimes, faute de carburant, de médicaments et de trêve. Crise ukrainienne. Vladimir Poutine n'a pas participé au pourparlers russo-ukrainien à Istanbul. Malgré les appels de Donald Trump, de Volodymyr Zelensky et du président brésilien Lula, le président russe a choisi de ne pas faire le déplacement. La délégation russe a été présente à Istanbul, mais sans Vladimir Poutine. Le Kremlin a publié la liste des participants. Il s'agit du conseiller Vladimir Medinsky, le vice-ministre des Affaires étrangères Mikhail Galouzine et le vice-ministre de la Défense Alexandre Fomin. Pas de sommet entre chefs d'État donc, malgré l'espoir nourri ces derniers jours. Le président brésilien Lula a tenté en vain de convaincre son homologue russe de se rendre à Istanbul. Donald Trump, lui, avait conditionné sa propre venue à la présence de Vladimir Poutine. Donald Trump, très impliqué, a répété qu'il pourrait se rendre en Turquie vendredi si les discussions progressaient. C'est la première fois depuis 2022 que des responsables russes et ukrainiens doivent se retrouver en face à face. Objectif, poser les bases d'un dialogue après plus de 3 ans de guerre. Selon Moscou, la réunion porte sur des questions à la fois politiques et techniques, mais sur le fond, les divergences restent profondes. La Russie exige que l'Ukraine renonce à l'OTAN et reconnaisse ses pertes territoriales, ce que Kiev et ses alliés jugent inacceptable. L'Union européenne menace Moscou de nouvelles sanctions si aucun cessez-le-feu n'est mis en place. Le chancelier allemand Friedrich Merz appelle à l'unité des alliés pour éviter une paix dictée par la Russie. En parallèle, les ministres des Affaires étrangères de l'OTAN sont réunis à Antalya en Turquie. La diplomatie turque espère un tournant historique, tandis que la Chine, alliée de Moscou, appelle à un accord durable et contraignant. L'Iran tend à nouveau la main à Washington. Un conseiller du guide suprême, d'Ali Khamenei, a déclaré que Téhéran était prêt à conclure un accord avec les États-Unis sur le nucléaire, à condition que toutes les sanctions économiques soient immédiatement levées. C'est à la chaîne américaine NBC News qu'Ali Shamakhani, conseiller d'Ali Khamenei, a confié la position iranienne. Téhéran se dit prête à renoncer aux armes nucléaires, à réduire son enrichissement d'uranium à usage civil et à ouvrir ses installations aux inspecteurs internationaux, à une seule condition, la levée immédiate de toutes les sanctions américaines. L'économie iranienne souffre lourdement des sanctions imposées par Washington. L'administration Trump, revenue au pouvoir, maintient une politique de pression maximale combinant sanctions sévères et négociations prudentes. Donald Trump a d'ailleurs réaffirmé sa volonté de faire appliquer strictement les sanctions en place, mais il espère toujours, dit-il, parvenir à un accord sur le nucléaire. Un revirement ou une stratégie de rapport de force. Aujourd'hui, l'Iran enrichit l'uranium à 60%, bien au-delà des 3,67% autorisés par l'accord de 2015. À 90%, on parle déjà d'usage militaire. Les puissances occidentales s'alarment, les stocks iraniens de matières fissiles deviennent un enjeu de sécurité internationale. Mardi déjà, Téhéran s'était dit prêt à envisager des restrictions temporaires. Mais selon le vice-ministre Majid Takhtravanchi, les discussions entre les États-Unis n'en sont encore qu'aux préliminaires.
En 2018, Donald Trump avait retiré unilatéralement les États-Unis de l'accord historique conclu 3 ans plus tôt. Depuis, les tensions n'ont cessé de croître. Et si la solution à la crise démographique passait par les grands-parents? En Croatie, une petite ville proche de Zagreb innove. Elle rémunère les retraités qui gardent leurs petits-enfants. Un coup de pouce social qui allège le quotidien des familles tout en soutenant des seniors souvent confrontés à la pauvreté. À Samobor, Dubravka Koletic s'occupe chaque jour de son petit-fils Victor, 18 mois. Depuis fin mars, elle perçoit 360 € par mois de la mairie pour ce rôle de doudou. C'est une aide précieuse, nos retraites sont faibles et on se rapproche de nos petits-enfants, dit-elle avec tendresse. Daniela, la maman de Victor, n'a pas trouvé de place en crèche. Pour elle, cette mesure est une solution idéale. C'est rassurant de laisser son enfant à quelqu'un en qui on a pleinement confiance. C'est Petra Skrobot, jeune mère de Samobor, qui est à l'origine de cette initiative. Elle explique: nous avons deux objectifs, soutenir les aînés et offrir un mode de garde fiable aux familles. Avec des crèches surchargées, la ville ne pouvait accueillir tous les enfants. Pour Josipa Milakovic, directrice d'un jardin d'enfants local, c'est une main tendue aux parents, une vraie bouffée d'oxygène. Près de 30 grands-parents se sont déjà portés volontaires, une solution qui séduit alors que plus de 37% des plus de 65 ans vivent sous le seuil de pauvreté en Croatie, 2 fois la moyenne européenne. Avec une natalité faible, 1,5 enfants par femme, et une forte émigration, la population croate pourrait chuter à 2,5 millions d'habitants d'ici la fin du siècle. La petite ville de Samobor pourrait-elle montrer la voie à suivre? Un modèle local simple, humain et efficace qui attire l'attention à travers tout le pays et qui prouve qu'entre générations, la solidarité peut aussi rimer avec dignité. C'est donc la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité et à très bientôt.